Ça, normalement, vous l'avez fait aussi. Enfin, j'espère. Non. C'est embêtant. Mais vous l'avez fait déjà le cours de... Vous en êtes où? Encore à l'atomistique? Ah, ouais, évidemment. Fallait le dire. Bon, c'est pas grave, on continue. Ben, dans ce cas, je vais plus lentement là, d'accord, sur ça, histoire que ce soit clair. La loi de S. La loi de S, elle est extrêmement simple. Elle repose sur le fait que toutes ces fonctions, entropie, enthalpie, etc., d'accord, celles qu'on verra, sont des fonctions d'état. Une fonction d'état, c'est tout simplement une fonction qui ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. C'est tout. Ce qu'on a fait entre les deux n'a aucune espèce d'importance. D'accord? Absolument aucune importance. Une fonction d'état toute simple de la vie courante, c'est l'altitude. Vous partez de chez vous à une certaine altitude. Vous montez à la citadelle et quand vous retournez chez vous, ben vous êtes retombé à la même altitude. Mais entre chez vous et la citadelle, vous avez pu passer par n'importe quelle altitude intermédiaire. Quand vous avez fait la boucle, vous êtes revenu exactement à la même altitude. Et ce que je viens de dire vous semble une évidence. D'accord? Ben oui. Ceci étant dit, si maintenant le circuit chez moi, la citadelle chez moi, vous le faites en vélo, et que ce que vous comptez maintenant, ce n'est plus l'altitude, c'est la dépense énergétique. Pour monter à la citadelle, vous allez ramer comme ce n'est pas possible à dépenser plein d'énergie, puis effectivement, en redescendant, vous n'en dépenserez pas de l'énergie. Mais est-ce que vous pensez que vous aurez récupéré la même quantité d'énergie en descendant de la citadelle et en revenant chez vous que ce que vous aviez consommé pour y monter? Et bien voilà. L'altitude, c'est une fonction d'état, ça dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Si vous revenez au même point, ben voilà, ça fait 0 sur le total. Okay? La quantité d'énergie, la dépense énergétique, ce n'est pas une fonction d'état. Et donc, quand vous faites la somme de tout ce que vous avez dépensé et éventuellement récupéré, d'accord, ça ne fait pas 0 au total. OK? Eh bien là, on a des fonctions d'état. Et dans le cas des fonctions d'état, puisqu'il n'y a que le point de départ et le point d'arrivée qui comptent, l'état 1, l'état 2. L'état 1, ça peut être un c'est liquide. L'état 2, ça peut être c'est vapeur. D'accord? Ou l'état 1, c'est à une certaine température. L'état 2 a une autre température. L'état 1, c'est liquide à une certaine température. L'état 2, c'est vapeur à une autre température. D'accord? Vous imaginez ce que vous voulez comme état. Ça n'a aucune espèce d'importance. Eh bien ça, des fois, c'est quasiment impossible à calculer. Si je reprends juste l'exemple que je viens de dire là, on a vu précédemment qu'on pouvait calculer ΔS pour un changement de température. On a vu qu'on pouvait calculer ΔS pour un changement d'état. Mais on ne sait pas calculer ΔS pour un changement de température et d'état en même temps. Il n'y a pas de formule pour ça. Donc, si je passe du liquide à 50 degrés à la vapeur à 120 degrés, je ne sais pas calculer ΔS pour ça. Je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est dire, mais d'abord, je passe de 50 à 100, c'est liquide. Pas de changement d'état, qu'un changement de température. On a déjà fait le calcul, d'accord? Et puis ensuite, ça s'évapore. Deuxième étape. Et là, on a encore déjà fait le calcul, j'ai pu le faire. Et j'ai juste additionné les deux, d'accord? Le principe de la fonction d'état, c'est que, quel que soit le chemin que je fais entre, de toute façon, je retombe sur mes pattes à l'arrivée. Donc, l'entropie totale de 1 à 2, c'est l'entropie pour passer à l'état intermédiaire, je réchauffe, plus l'entropie pour changer d'état. Et puis après, pour réchauffer encore, pour rechanger d'état, vous additionnez toutes les différences que vous voulez. D'accord? Il peut y avoir autant d'étapes intermédiaires que l'on veut. Ce qui est important, c'est que chacune des étapes qu'on va imaginer, on est capable de la calculer. Parce que c'est une transformation simple. D'accord? Soit un changement de température, soit un changement d'état, soit éventuellement, si c'est de la chimie, une réaction chimique. D'accord? Mais on en connaît la variation d'entropie, celle-ci. Donc on passe par des états qui nous sont connus. Ça va nous permettre d'appliquer cette loi de S, justement, à une réaction. Cette réaction-là, je connais sa variation d'entropie à 273 Kelvin. On ne va pas savoir comment on l'a calculée, ce n'est pas le problème pour l'instant. Mais je la connais, d'accord? Je connais sa variation d'entropie
à 273. À 0 degré Celsius, hein, on est d'accord. Je la connais. Mais je la veux à une autre température. Le problème, c'est que je ne sais pas calculer ça. Tel quel, je ne sais pas le calculer. Donc on va tricher. On va faire un cycle de S. On va dire, au départ, j'ai les réactifs. À la fin, j'aurai les produits. Et la transformation entre les deux, c'est ce que je cherche, la variation d'entropie à cette température, d'accord, pour laquelle je ne la connais pas. Mais j'ai le droit de faire autant d'étapes intermédiaires que je veux. Donc je vais commencer par refroidir les réactifs. Je descends à la température pour laquelle je connais l'entropie de la variation, de la réaction. Puisque c'est un refroidissement, j'aurai un delta S qui sera négatif. D'accord ? La variation de chaleur sera négative, donc le delta S, dQ sur T, sera négatif. Je vais transformer mes réactifs en produits. Et cette valeur-là, je la connais. Je la connais puisque c'est celle à laquelle elle m'a été donnée. Et puis maintenant que j'ai les produits à 273, je vais les réchauffer. J'ai rajouté 2 étapes, refroidir, réchauffer, mais j'ai le droit de le faire puisque c'est un cycle de S, il n'y a que le point de départ et le point d'arrivée qui comptent. Et là, je vais pouvoir écrire que ce que je cherche, moi, c'est ce qui se passe à 273 qu'on m'a donné, plus les 2 variations d'entropie qui sont là, le refroidissement et le réchauffement. Ces refroidissements, ces réchauffements, je sais les calculer, on l'a vu juste avant. J'ai juste besoin de connaître les capacités calorifiques, la quantité de chaleur qu'il faut fournir au corps pour les réchauffer ou les refroidir. D'accord ? C'est la même chose. Je vais les calculer un par un. D'accord ? Le delta S1, quand je refroidis mes réactifs. Vous allez voir, on va tomber sur une formule générique. D'accord ? On va tomber sur une formule générique que vous pourrez utiliser ensuite directement. C'est toujours la même formule de départ. La quantité de chaleur divisée par la température, et puis là, on a les 2 températures. Dans l'intégrale, je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais j'espère que vous l'avez noté. La température qui se trouve en bas de l'intégrale, c'est la température de départ. La température qui se trouve en haut de l'intégrale, c'est la température d'arrivée, la température finale. D'accord ? Donc, initiale en bas, finale au-dessus. Donc, c'est la quantité de chaleur divisée par la température. La quantité de chaleur pour un système, c'est sa capacité calorifique fois la différence de température. D'accord ? Le C dt que vous avez ici. Ici, j'ai du méthane et de l'oxygène. Dans un bouquin, j'ai trouvé la capacité calorifique du méthane. J'ai trouvé la capacité calorifique de l'oxygène. Je n'ai donc pas besoin de les mesurer. Ce vous serait donné dans l'énoncé. D'accord ? On vous dit, la capacité calorifique du méthane, c'est tant de joules par mol par degré. Par mol ou par gramme, par n'importe quoi, on s'en fout. D'accord ? Mais dans le cadre des composés chimiques, en général, c'est donné par mol parce que c'est plus simple de travailler en mol avec les composés chimiques. Quand ce sont des systèmes complets, 1 litre d'eau, on le donne en général plutôt par gramme, par kilogramme. Pour le réchauffement des produits, je vais avoir exactement la même chose. D'accord ? Les capacités calorifiques du CO2 et de l'eau, je vais les trouver à nouveau dans un bouquin. Donc j'aurai juste à les additionner. Est-ce que vous avez vu quand même un détail sur lequel je suis passé super rapidement sans y attirer votre attention ? Les capacités calorifiques que j'ai fait apparaître là, je ne les ai pas simplement additionnées. Je les ai additionnées après les avoir multipliées par leur coefficient stoichiométrique.
Ici, j'ai une fois le CO2, deux fois l'eau, parce que le coefficient stoichiométrique de l'eau est deux fois plus grand. Donc j'ai deux fois plus de moles d'eau dans mon système que de moles de CO2. 2 moles pour une mole. C'est important. Et maintenant, j'ai juste à tout additionner. Le delta RS0 que j'ai ici, ce n'est pas un calcul, c'est une valeur qui m'a été donnée, d'accord? Donc je n'ai rien à calculer, j'ai juste à la prendre, c'est un chiffre qu'on m'a donné. Okay? Les deux autres, je viens de les faire apparaître. S2, S1, je les remets ici. D'accord? Et il y en a un des deux qu'il faut que je mette à l'envers. Pourquoi il faut que je le mette à l'envers? Parce que les deux températures sont inversées. Il y en a un qu'on a refroidi, l'autre qu'on a réchauffé. Mais vous ne pouvez additionner des intégrales que si elles ont strictement les mêmes bornes. Et là, pour l'instant, elles n'avaient pas les mêmes bornes. Mais inverser les bornes d'une intégrale, ça consiste simplement à mettre un moins devant. D'accord? Donc, j'ai mis un moins devant, ce qui explique pourquoi j'ai un moins CH4 et CO2 à l'intérieur. Et donc maintenant, j'ai le droit de les additionner, mes deux intégrales. Donc j'ai le droit d'additionner delta S1, delta S2, puisqu'elles ont les mêmes bornes. Donc c'est-à-dire tout rentrer dans la même intégrale. Je vais simplement dire ça. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Si je rentre tout à l'intérieur, puisqu'il y en a une que j'ai inversée, certains thèmes sont positifs, d'autres sont négatifs. D'accord? Parfait. Et là maintenant, ce que j'ai là-dedans, c'est-à-dire la somme pondérée par les coefficients stoichiométriques des capacités calorifiques de chacune des espèces. Elle est à mettre en relation avec les coefficients stoichiométriques, mais cette fois-ci, les coefficients stoichiométriques signés des composés. Le coefficient stoichiométrique signé, ça veut dire qu'il a un signe devant, positif ou négatif. Par convention, et par convention, ça veut dire qu'on s'est tous mis d'accord sur ça. Un produit de la réaction a un coefficient stoichiométrique qui est positif. Un réactif a un coefficient stoichiométrique qui est négatif. Donc vous voyez ici que CO2, ça a un coefficient stoichiométrique signé de plus 1, l'eau de plus 2, et à contrario, de l'autre côté, on a le méthane qui a un coefficient stoichiométrique signé de moins 1 et de moins 2 pour le dioxygène. D'accord? Eh bien, regardez, mes capacités calorifiques, elles sont comptées positivement pour les produits de la réaction, négativement pour les réactifs. En d'autres termes, ce que j'ai écrit là, c'est simplement la somme des capacités calorifiques multipliée par les coefficients stoichiométriques signés. On va les réutiliser un grand nombre de fois par la suite, ces coefficients stoichiométriques signés. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je le rappelle, je le redis donc, un produit de la réaction a un coefficient stoichiométrique positif, un réactif a un coefficient stoichiométrique négatif. Et également, par convention, tout ce qui se trouve à droite de la balance réactionnelle doit être considéré comme un produit. Ce qui se trouve à gauche est un réactif. En d'autres termes, c'est le sens conventionnel de lecture en Occident. Ce qui est à gauche est un réactif, ce qui est à droite est un produit. Bon, dit comme ça semble une évidence. Oui, si c'est une réaction qui ne se déroule que dans un sens, on va l'écrire dans ce sens-là, tout le monde le fera. Mais si ce que vous êtes en train d'écrire, c'est un équilibre réactionnel, c'est-à-dire avec une double flèche, cette réaction, elle peut se lire aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc si on a un équilibre réactionnel avec une double flèche, il n'y a pas de produits et de réactifs à proprement parler. Ils sont tous produits et réactifs, puisque la réaction peut aller dans les deux sens.
Et donc, par convention, on interprétera ce qui se trouve à droite comme des produits, à gauche comme des réactifs. Donc, quand on a un équilibre, les coefficients stoichiométriques seront négatifs pour ce qui se trouve à gauche, positifs pour ce qui se trouve à droite. D'accord? Même si dans les faits, ce ne sont pas à proprement parler des produits et des réactifs, puisqu'ils peuvent servir les deux rôles. Ce qui veut dire que ma réaction, enfin, l'ensemble de mon équation, peut en fait s'écrire sous cette forme-là, qui est plus compacte. L'entropie, la somme des entropies de réchauffement et de refroidissement, elle dépend de la somme, donc, des capacités calorifiques de chacune des espèces multipliée par son coefficient stoichiométrique signé. Oups. Donc, quand je fais la somme de tout en même temps, j'obtiens ça. Et ça s'appelle la relation de Kirchhoff. Et si vous ne vous rappelez pas que ça s'appelle Kirchhoff, on s'en fiche. Ce n'est pas important que vous vous rappeliez que c'est Kirchhoff qui a écrit cette relation. D'accord ? Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'elle existe, qu'on peut l'utiliser. Et que tout ce que je viens de faire là, tout le développement mathématique que je viens de faire là, en fait, vous n'avez pas besoin de le refaire. Vous pouvez directement utiliser la formule telle qu'elle est présente ici. Donc, la relation ici, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle la prochaine fois que vous en aurez éventuellement besoin.